Salut tout le monde, ouais, c'est la même semaine, donc tu as la même série de vidéos dans le même sens. Si elles sont éparpillées sur plusieurs semaines, tu feras le lien pour savoir tout ce qui s'est fait en une fois. On a ici, aujourd'hui, le Coralie Kagama. Il est jeune, pourtant, coloscopie. On a, dans le 5e pack, le diff qui craque. Je te rappelle que sur cette chaîne, on a une playlist qui s'appelle le coin du dépanneur et le coin du débutant. Si tu n'y connais pas grand chose en RC, passe voir. Ces playlists, ce sont des vieilles vidéos. Mais ce qu'on raconte dedans est toujours d'actualité. On t'explique un cheminement simple pour arriver à localiser la panne. Pour chaque type de chose, j'ai fait la panne pour les entraînements de roues, les cardans, les diffs. Je crois qu'on a fait vraiment le tour. Le coin du débutant dans lequel on parlera de certains termes, des différentes variantes des termes techniques, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés et m'ont dit ouais c'est bien beau mais tu parles trop technique, je comprends rien. T'es en saison 8, commence par la saison 1, chope quelques termes, ensuite tu reviens. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas tous les ans, toutes les vidéos, tous les jours repartir à zéro mode j'y connais rien et parce que les gens qui suivent depuis tout ce temps, ben, ils vont s'emmerder. Tu vois, c'est comme quand tu vas au judo, tu restes pas dans le cours de débutant judo pendant toute l'année, pendant 12 ans. Tu vois, ça évolue, ceinture blanche, jaune, ce que tu veux, pour truc, mûche, bidule, noir. Et le gars qui va arriver forcément à la 12e année du club, tout de suite avec les ceintures noires, il va s'en prendre plein la gueule. C'est normal, il va commencer avec les ceintures blanches. C'est le même principe. Alors, coloscopie Coralie Kagama. Nous avons donc le diff arrière qui cracote. C'est quelque chose qu'on a constaté en roulant. Très important, quand tu as un bruit, il faut pouvoir le reproduire en statique. Donc le meilleur moyen possible, c'est donc sans avoir de ventilo qui tourne, de moteur qui tourne, de devoir allumer la machine pour localiser le bruit, pour pouvoir le trouver. Tu dois bien sûr déjà savoir alors, si ça vient de devant, du milieu ou de derrière, ou d'une roue. Ça peut être un hexagone qui tourne, ça peut être un PTR desserré, tout ce genre de choses. Là, on a défini déjà en roulant. C'est le piège de l'expérience, parce que par expérience, on va dire c'est derrière, et là on va sortir l'arrière, et ce ne sera pas l'arrière. Hein, ça, c'est le problème. Le mieux, c'est de toujours recommencer à zéro. Nous allons donc isoler les éléments. Là, je veux bloquer ma transmise pour pouvoir forcer mes roues arrière manuellement, pour voir si j'arrive au moment où ça craque. Pour cela se faire, il faut bloquer la couronne de diff principale. Tout seul, c'est pas toujours facile. Le mieux, bien sûr, c'est d'être à deux. Je vais donc laisser une roue dans le vide. Je vais bloquer mon diff arrière, le central, pardon. Je peux aussi bloquer, soit mon compagnie, directement la noix. Mais, en faisant ça, bien sûr, il faut toujours faire gaffe de ne pas faire des leviers ou des blocages à des endroits où tu peux péter des pièces. Il ne faut pas déconner. Maintenant, on va tourner en force une roue manuellement et on va voir. Clac! T'as entendu? C'est bien mon diff central. Écoute ça. Et non, c'est pas mon diff central. C'est mon hexagone de roue qui tourne par-dessus. C'est bien pour ça qu'on l'a fait aussi. Je vais faire la même de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont des Kagama qui ont constaté effectivement que les jantes sont plus souples que les jantes du Chronos. Voilà, c'est définitivement ma jante côté gauche. Ça me rassure. Ça me paraissait vraiment bizarre qu'on puisse avoir un problème de diff arrière sur le Kagama parce que je sais que la transmission Coralie est bonne. Ça va t'énerver, fan de Arma, mais la transmission Coralie est meilleure que la transmission... Ah bah tiens, regarde. Que la transmission Arma. Sur ce côté-là, donc on a l'hexagone qui est bouffé. Là, ça va. On va chauffer avec le fer à souder. On va chauffer. On va faire fondre le plastique. On va resserrer cette empreinte. Et si tu te poses la question, je pense sincèrement que le problème vient du fait des écrous à collerette ici qui
Alors ils arrivent bien sur la jante, mais il est fort probable que, comme ce sont des hexagones non débouchés au serrage, que le filet arrive au fond du capuchon et que tout simplement mon bins là il est bloqué. Si tu te demandes pourquoi ça peut se débloquer en roulant, on prend des coups, la jante se déforme, elle se voile, ça stresse l'écrou en appui et ça fait ce genre de choses. Sur le terrain, la soluce de base que j'utilise, c'est de maintenir fortement la noix et de serrer comme un bourricot. La preuve que ça marche, c'est ce qu'on a fait de ce côté-là et depuis ça n'a plus bougé, d'accord? Là maintenant on est dans l'atelier, donc on va pouvoir le faire comme il faut. Les solutions pour réparer les jantes, donc comme dit, tu peux faire fondre le plastique, rajouter un autre plastique que tu fais fondre dedans, il faut refaire une empreinte hexagonale. J'ai déjà fait avec de la colle à chaud, tu prends de la colle à chaud, tu prends un hexagone, tu mets la colle à chaud, tu forces l'hexagone dedans, tu attends que ça refroidisse, c'est pas le plus durable. Faire fondre le plastique, vraiment c'est ce qui marche le mieux pour moi. Maintenant qu'on a des gens qui font de l'usinage, tu peux leur envoyer, mais il faut l'envoyer. Ils peuvent refraiser l'hexa en 19 et mettre une ferraille de 1 mm dedans. Ouais mais 17 et 1 mm ça fait 18, ouais. T'as oublié qu'il y a deux côtés. Il y a 6 pans, d'accord? Donc tu as toujours deux côtés. Donc, si tu mets 1 mm autour, tu te retrouves bien à 19. Si le moyeu de jante permet ce genre de choses. Là ce qu'on va faire, on va en profiter pour tester d'autres roues sur ce Kagama, puisque on est content de celle-là, mais vous l'avez vu dans les virages, c'est un peu tricky parfois, il s'effondre, la voiture se catapulte. Vous n'oubliez pas que j'ai le débattement de suspension rehaussé et que je virais les barres stables. Avec les barres stables, ce phénomène sera moins marqué. En passant tout de suite d'autres roues, ça sera encore moins marqué, d'accord? Donc on verra ça. Je suis content que c'est l'hexagone et pas le diff, parce que ça me fait plus chier. Enfin, encore, il est vite dehors le diff, mais bon, encore là, comme on l'a pas trop provoqué, peut-être qu'un calage aurait suffi. Des fois, même si tu es un peu endommagé, si les dents sont assez costauds, avec un peu de calage, tu peux tricher. Ça reste une solution de secours. C'est un dépannage. Dans le temps, de toute façon, ça va relâcher, ça c'est sûr. Mais c'est déjà ça. C'est pas forcément moins cher. Tiens, par exemple, ici, dans ce cas-là, de changer une couronne et pignon d'attaque par rapport à une paire de roues. Ça doit être à peu près 50 balles la paire de roues. Donc pour ceux qui ne savent pas décoller, recoller ou avoir les jantes à part, parce qu'on ne trouve peut-être pas forcément les jantes à part, et ben tu as un problème. Pas con ça, en fait. Qu'est-ce qui est moins cher maintenant? Une paire de roues ou le couple conique et le pignon d'attaque? Enfin les deux quoi, le couple conique, c'est pour ça que ça s'appelle un couple. Intéressant, à voir. Pour le desserrage c'est pareil. Si ça tourne dans le vide et que c'est bloqué sur la jante, tu dois maintenir derrière au niveau de la noix. Tu peux aussi maintenir le cardan, mais il est plus étroit, ça sera beaucoup plus compliqué de maintenir le cardan en place. Il va glisser dans la pince. Si tu n'as pas la force nécessaire, hein, il te faut une pince étau. Ça c'est sûr. Après, les bourrins comme moi, on prend une petite pince. Hein. Bon, bah pas coloscopie. Je pensais vous faire quelque chose de plus intéressant en vidéo, mais en fait non, on va faire juste du blabla. Non. On va en profiter pour mettre d'autres roues sur la bécane, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vois, j'ai mis du frein filet pourtant, hein. Tu vois que cet écrou va dur. Il faut savoir aussi que j'ai serré tous les écrous comme un bourrin quand même, et que toutes les jantes ont déjà bougé un peu dans les hexas. Comme on parlait tout à l'heure de la casse du diff, ce qu'il faut aussi toujours, c'est... Bon là maintenant, dans mon cas, je filme, donc je peux regarder ma vidéo pour voir à quel moment de la vidéo j'ai merdé, puisqu'il y a plusieurs sources de panne possibles à une destruction de diff. Hein. La plus courante étant bien sûr l'erreur de pilotage, arrivé au sol trop fort avec encore des roues qui tournent trop vite ou remis gaz trop tôt au moment de l'impact.
ce genre de choses, tout ce qui va te bloquer la transmise. Des gamelles aussi, qui vont provoquer des déformations du châssis, des cellules, forcer donc les roulements de travers aussi, et résultat, tu vois, c'était bien serré. Aller faire sauter les dents. D'où ma requête à tous les constructeurs d'arrêter de faire des mini dents de diff et de suivre l'exemple de Traxxas, de faire des dents plus grosses, beaucoup plus grosses sur les engins qu'on roule en 6S. Alors, nous allons mettre quelle roue là-dessus? Quel choix avons-nous? Alors, on a des roues ici d'origine assez grande, ça lui donne un look que beaucoup aiment bien. La carreau, au début, je m'étais dit je vais m'habituer. Finalement, je dois dire que non, c'est l'inverse. La carreau sortie de la boîte, je me suis dit, oh, finalement ça va. C'est pas si dégueu quand même. Mais non. En fait, à chaque fois que je la vois sur l'étagère, posée sur le côté avec ces roues là, ça fait penser à Snoopy et ça ne me va pas. On va rapidement te mettre des roues basiques de Truggy dessus pour que tu vois la différence de taille. Attention, c'est pas parce que tu mets des roues de Truggy sur ce type d'engin que tu auras le droit de rouler sur les circuits où les Truggy sont autorisés, puisque on a une voie beaucoup plus large. Les gens vont peut-être dire non, je considère ça en MT. Donc tu vois que ça fait tout de suite horrible, alors que c'est la même base qu'un Truggy. C'est juste si tu mets une autre carreau dessus. Je vais te mettre une carreau de Truggy, tu vois le truc. Alors, où est-ce que sont mes carreaux peintes? Bouge pas. Là. Voilà. Regarde bien. Ça, c'est un Truggy de base. Hop. Tu vois? Tout de suite, ça change tout. Là, on a une carrosserie énorme qui fait un gros par-dessus là, un gros bump. Résultat, quand tu mets des petites roulettes comme ça, ben, ça ressemble à rien du tout. Il nous faut aussi, on a des jantes avec, c'est pas un demi-offset, mais on a un petit offset. Les roues de la chez Yamaha sont trop petites, les Proline Trencher, ça sera moins large. Ça va frotter devant, ça va pas aller. Je te déconseille vivement, on va vite faire ça pour te montrer ce qu'il faut pas faire, de mettre ce genre de choses sur ces engins-là. Beaucoup de gens sur Kraton, Kagama, Chronos, etc. Ils vont aller fourrer ça dessus. 400-500 grammes la roue, la transmise ne peut pas encaisser ça. Laissez tomber, vous allez flinguer vos couples coniques. Surtout sur le EXB, quand tout va verrouiller, bye bye les dents. L'effort est énorme, les cardans et les axes de cardan en prennent plein la tronche. Tu ne peux pas monter des roues de MT sur n'importe quel engin, surtout quand il n'a pas la démultiplication nécessaire pour les emmener. Je rappelle que plus une roue est grande en diamètre, plus elle est large et plus elle a d'accroche au sol. Ça peut être une roue plus petite mais qui a beaucoup d'accroche, type Proline Badlands 2.8 par exemple, 3.8, ou des pneus à pelle, plus tu vas stresser ta transmise. Donc tu ne me fais pas n'importe quoi. Du coup là tout de suite je sais pas de quoi te mettre comme roue dessus le temps que je te fasse la réparation de ton hexagone mon petit. Et on va checker les autres tiens aussi. Ah mais en plus vous savez quoi, si ici on a encore quelque chose à faire. Ouais il y a tous les hexas qui ont tourné en fait. Tous. Même ceux qui étaient serrés ils ont tous tourné. Et ben ça. Il y a un abonné qui a vérifié et il m'a confirmé que l'empreinte des jantes du... donc ça c'était le Punisher, les jantes du Punisher ont des empreintes moins profondes que les jantes d'origine Chronos. Et on le voit aussi sur les hexagones que ça a tourné. Regarde, toutes les roues ont tourné sur les hexas et regarde, toutes les empreintes sont au-delà de la moitié. On n'est pas posé complètement sur l'hexagone. On a un amorto qui fuit. On va démonter celui-là, on va voir ce qui se passe. Cet amorto était celui du côté où on a craché la bécane, d'accord? J'ai une cale de train provisoire à l'intérieur, pas une origine. J'ai tout commandé bien sûr chez Promodiste 67. Parce que Coralie livre régulièrement.
il y a plusieurs types de fuites sur un amorto. Là aussi, coin du dépanneur, coin du débutant. Et surtout, allez voir la chaîne R. Cédric aussi. On a fait un épisode sur les suspensions. Géré par lui, hein. C'est lui qui a tout réglé dans le détail. C'est lui qui a fait tout le boulot, pas moi. L'amorto peut fuir d'en haut. Ça veut dire que la membrane n'est plus étanche, qu'elle est abîmée, écrasée, qu'elle s'est rentrée dedans. L'amorto peut fuir par en bas, c'est-à-dire joint torique abîmé. Alors est-ce qu'avec les coups on a ovalisé quelque chose? Ici tout est parfaitement rond. Et si ça fuit d'en bas, généralement tu n'as que de l'huile en bas. Là on a de l'huile jusqu'en haut. Et là je pense qu'il nous est arrivé ce que bien sûr les pilotes de Chronos connaissent déjà. Souvenez-vous, on a eu des soucis avec ces amortos déjà par le passé chez Corali de pistons mous. Donc les pistons ont été modifiés, l'embase est serrée effectivement. Mais ce qui n'a pas été corrigé, ce que pensent la plupart des gens, c'est la membrane. La membrane est rikiki, elle ne compense pas le volume de la tige. Donc en compression elle est bloquée, mais elle peut sortir de là où elle est coincée. Je vais te montrer comment c'est foutu. Et c'est pas le cas. Donc elle peut sortir de là, ou elle peut être aspirée à l'intérieur. Le capuchon était bien serré, la membrane est bien en place. Surtout que je viens de réaliser une chose, c'est que j'ai préparé les amortos, j'ai posé le Kagama dans le carton, dans son sac de transport Robitronic. Et c'est arrivé sur le circuit, sur le terrain quelques jours plus tard, que je me suis retrouvé avec l'amorto vide. On a donc une fuite statique, et forcément la fuite statique ça va se passer en bas. Hein. Alors la bague était bien serrée, existe en option alu pour ceux qui vont péter le plastique, parce que ça peut arriver, oui. Le joint torique ici est bien en place. Ici on a un joint plat, c'est pas un joint torique. Ouais, il est très détendu sur la tige hein, quand même. Et là, par contre, ouais, on a un débris. Je sais pas si tu vas bien le voir. Attends, je vais te chercher la lampe. Tu vois le petit débris dans l'amorto là, juste en haut. Regarde. On va le sortir de là parce que ce qu'on va voir, c'est si c'est un plastique. Là, c'est un bout de joint. C'est un bout du joint. Ça veut dire que ce joint est abîmé quelque part. Ah ben oui, il est beaucoup. je vais vous sortir ça de là, vous allez vous marrer. On a le joint qui est plus grand que la tige. En pleine compression, à cause du petit ergot, et une fois qu'on a desserré ça, le piston ne monte pas assez haut pour pouvoir le choper avec la petite clé. On va prendre la pince. Bon, tu peux prendre un embout bien sûr, qui sera plus long. C'est pas serré fort, hein. Faut pas paniquer. Ah, il prend une pince, prend l'écrou. C'est pas parce que tu n'y arrives pas que les autres n'y arrivent pas non plus. La tige est toujours droite. Et pareillée. On va sortir tous les joints. Alors, le morceau qui manque à ce joint là. Tu vois en haut sur le côté, regarde. Là, il a été croqué. Donc on a de l'huile dans l'amorto qui peut faire le tour ici, couler là. Mais après, il y a toujours encore quand même le deuxième joint torique. Alors on l'a vu, ce petit débris s'est promené entre, ça veut dire qu'il s'est glissé entre et qu'il a posé problème. Il s'est coincé là où il fallait pas. Mais de toute façon,
j'hallucine parce que... Ah, ça, je vais pas pouvoir vous le montrer à la caméra. On voit le jour quand la membrane est posée sur la tige. Regarde. On voit le jour. On voit à travers. C'est quoi ça fait? Alors bien sûr, quand c'est monté à l'intérieur avec la compression, ça presse dessus. Je vais donc changer mes joints. Alors, chap, circuit, pignon, où est-ce que tu es? Calalu, rondelle plastique, joint. On va mettre des joints toriques autres. Alors ça c'est trop grand. Ça c'est des joints toriques de diff. Ouh, on va être vilain. On va être très vilain. On va peut-être prendre des joints toriques Traxxas. Non, ils sont trop petits, parce que ça c'est pour les GTR. Sinon, je le ferai hors caméra parce que quelque part dans l'atelier, j'ai une boîte de joints toriques de différentes tailles. Parce que tu peux acheter des joints toriques génériques, hein. Tu n'es pas obligé d'acheter quelque chose de spécifique suspension. Hein. Je te le dis. Hein. Tu n'es pas obligé exprès d'aller acheter des joints toriques d'amorto de telle ou telle marque. Et l'autre problème qu'on va avoir, tu sais quoi? C'est que c'est une tige de 3,5. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un problème. Alors que la plupart des autres ont des tiges de 4. Ouais, on a bien du 3,5. Tu vois là, 3,5. Donc il faut trouver des autres joints toriques. Si les anciennes tiges au bas haut étaient 3,5, bouge pas. Non, mais les joints ne sont pas livrés avec les tiges. Est-ce que j'ai quelque chose encore qui traîne là-dedans? C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé réparer ça tout de suite là maintenant. Avec vous. Pour encore une fois énerver tous ceux qui achètent des pompes à vide pour remplir les amortos en te disant qu'il faut absolument avoir ça. Bref, échec. Je vous tiendrai au courant, bien sûr vous le verrez si l'engin roule rapidement, c'est que c'est réparé. Si ça roule pas, bah c'est pas réparé. Pour les jantes, je vais pas bien sûr acheter les mêmes. Je pense que je vais aller choper des jantes de Chronos. Si on peut les avoir au détail, je prendrai les jantes de Chronos, je décollerai tous mes pneus, je recollerai sur les jantes de Chronos. Et sinon, en attendant, je mettrai rapidement d'autres roues dessus. Je vous dis à bientôt sur le terrain. Il y en a plein d'entre vous qui ont déjà acheté des Kagama, donc laissez-nous les retours de tout ce qui se passe avec vos Kagama. Je suis bien plus satisfait avec le Kagama qu'avec le Chronos. Le Chronos c'était vraiment un problème, je suis désolé, mais non, c'était pas possible. Même le XTR c'était mieux, mais côté endurance, ça suivait pas dans le temps. Le plastique trop souple, les roulements bougent dedans, tout qui se déglingue, ça va vite. Pour moi, pas vraiment négatif, mais mérite les tourelles plus balèzes que juste cet alu forgé. La tourelle avant a déjà 2-3 vagues. La tourelle arrière a déjà plié aussi ici. On n'a rien encore fait de méchant. Bien sûr, on a fait des crashs. Mais c'est pas encore ce qu'on a déjà fait subir à d'autres machines. Le Minion Black Panther a vécu bien pire. Allez voir le Minion Black Panther à Lopsan. Je suis sur le circuit en 6S. Il en prend plein la cafetière. Je suis rentré, j'avais juste un cardancier vidé qui a pris trop d'angle sur un choc. Après un saut débile en travers, coincé dans une ornière, enfin dans un rail latéral du circuit, ça a arraché le cardan. Mais sinon, RAS, d'accord? Il a vu pire que ça. Les cales de train sont de la même matière, donc c'est bien sûr une solution qui est viable pour le tarif. C'est ce qui a permis à Coralie aussi d'avoir un tarif correct. Je rappelle que celui-là est disponible dans les 650 €. Et il faut savoir que donc en RTR, hein, et que Arma maintenant a sorti le EXB V2 en un 8e à 770-780 €. Il a les cellules alu déjà dessus tout de suite. Ils ont remplacé les cellules par les cellules alu. Ils ont fait des capuchons d'amorto avec des purgeurs.
Donc tu peux sortir toute l'air et avoir un amortisseur parfaitement rempli à volume constant, propre, nickel, sans la moindre bulle d'air qui réagit au chaud, au froid et qui se comprime. Et je sais, ça marche aussi. Mais tu peux vider complètement d'air ton amorto et mettre juste de l'huile plus fine. Tu verras, tu auras le même résultat qu'avec ton émulsion. Parce que mettre de la 600, 700, 800 CST avec 10% de volume d'air, ça équivaut à rouler avec de l'huile moins épaisse. Tout simplement, sauf que les réactions de l'amorto seront constantes s'il est complètement purgé de son air. Quand tu as de l'air dans ta suspension fonctionne différemment à froid, à chaud, au ciel, fonctionne moins, ou si elle fonctionne plus, parce que tu vas créer plus ou moins d'émulsion. L'émulsion, à un moment, ça repart. Enfin, tu as une variable. Le but de ça, d'avoir un cylindre hydraulique rempli entièrement d'huile sans air, c'est une constante. Tout simplement. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Tous ceux qui utilisent de l'émulsion, bien sûr, ne vous fâchez pas. Expliquez-nous pourquoi vous préférez l'émulsion. C'est quoi votre trip, en fait? Ouais. Moi, j'ai sûrement déjà aussi essayé, sans faire exprès, parce que j'avais mal rempli l'amorto ou j'avais une fuite. Et donc, je roulais aussi avec de l'émulsion. Donc, détendez-vous, ça va bien se passer. Salut les gars. En tout cas, je suis content, c'est pas un diff. Quoique, non. Mani, n'oublie pas le prix des jantes. Effectivement, changer les 4 jantes, ça va me coûter plus cher.